Vincent Hugeux, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. grand reporter à l'Express, spécialiste de l'Afrique, auteur d'une biographie sur Kadhafi publiée chez Perrin. Alors on vous reçoit parce qu'Emmanuel Macron a organisé ce matin à l'Élysée une rencontre avec les principaux responsables politiques de Libye. L'objectif, c'est d'essayer de rétablir un semblant d'ordre dans ce pays. Ce pays dont vous revenez, je crois, et qui est livré aujourd'hui aux mafias, aux milices, c'est ça ? Alors, c'est un véritable chaos, avec une myriade de milices rivales qui ont des enracinements locaux, une grande ville, une région. N'oublions pas que la Libye, historiquement, est divisée en 3 grandes régions, qui sont la Cyrénaïque à l'est, la Tripolitaine, autour de Tripoli, et le Grand Sud, qu'on appelle le Fezzan. Et alors, en même temps, soyons d'emblée macroniens dans le lexique, vous avez des institutions politiques qui, elles aussi, sont concurrentes. C'est quand même absolument surréaliste. Vous avez 3 gouvernements, dont un reconnu par la communauté internationale. Vous avez 2 parlements et vous avez 2 banques centrales dans un pays qui traverse une crise monétaire infernale. Voilà. Et alors, c'est CNN quand même qui avait révélé que donc il y a des trafics en tout genre, trafic de drogue, trafic d'armes et trafic d'êtres humains. Surtout CNN avait révélé là ces ventes de migrants comme des bestiaux. Hein, c'est de l'esclavagisme moderne. L'anarchie est toujours propice à tous les trafics. Alors historiquement, trafic de cigarettes, trafic de drogue, trafic d'armes, notamment avec les arsenaux du défunt Mouammar Kadhafi qui ont été dispersés à tous les vents du Sahel. Mais bien sûr, trafic d'êtres humains. Avant même les images chocs de CNN, vous aviez eu des rapports, par exemple de l'Organisation internationale des migrations. Le quotidien britannique The Guardian avait également dévoilé une partie de cet immonde marché. C'est-à-dire qu'on peut acheter un migrant pour en faire un jardinier ou tout autre asservissement. C'est pire que cela. C'est-à-dire que vous avez à minima aujourd'hui 500 000 migrants coincés en Libye. N'oublions pas que pour beaucoup de subsahariens, la Libye était initialement un Eldorado. Et c'était le cas, très relativement, sous Kadhafi. Et pour d'autres, c'est une étape vers l'Europe. Bien, sachez qu'à l'instant où nous parlons, autour de la seule ville de Bani Walid, un peu au sud de Tripoli, un fief kadhafiste ancien, vous avez au moins une vingtaine de centres de détention, de camps d'internement clandestins. Voilà quelques jours, une cinquantaine de ces migrants ont tenté de s'échapper, de s'évader, parce que torture, mauvais traitement, famine, maladie, tout ce que vous pouvez aimer. Eh bien, figurez-vous que les tortionnaires, les trafiquants de chair humaine qui sévissent en Libye leur ont tiré dessus. Plusieurs d'entre eux ont été tués par balle car il s'agissait de dissuader le reste de la troupe de chercher le salut dans la fuite. Alors, donc, Emmanuel Macron a aujourd'hui réuni les responsables de la Libye. Mais qui sont-ils, ces responsables ? Vous nous les décriviez au début. Ce sont des milices quasiment qui tiennent le pays. Alors, on a réuni voilà, il y avait des chefs de milices là, ce matin à l'Élysée ? Eh bien, justement, non. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, c'est la faille de cette grande conférence internationale qui est quand même placée sous l'égide des Nations Unies. Ouais. Hassan Salamé, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, était présent, il est à la manœuvre, je l'ai accompagné pendant toute une semaine, voilà 2 mois pour l'Express, pour mesurer à quoi peut ressembler une mission impossible au fond. Mais je le disais tout à l'heure, il y a des institutions, donc elles sont incarnées. Donc, quels étaient les 4 grands acteurs, pour faire simple ? Vous aviez donc Fayez al-Sarraj, qui est le Premier ministre reconnu supposément par la communauté internationale. Vous avez son grand rival, le maréchal Khalifa Haftar, qui est l'impérator du Grand Est libyen, la Cyrénaïque et au-delà. Et puis, vous aviez le patron de la Chambre des représentants et d'une institution qui s'appelle le Haut Conseil d'État, qui est une sorte de Sénat local. Si vous voulez. Donc, il y a quand même des personnages qui sont incarnés et des personnages qui ne se reconnaissent pas mutuellement en termes de légitimité. Voilà. Et il fallait les réunir. Et tout ça sous les yeux de la communauté internationale, d'où la présence d'émissaires d'une vingtaine de pays, de l'Union africaine, de la Ligue arabe, de l'ONU, parce qu'il fallait en quelque sorte solenniser cet engagement. Voilà. Et alors, tout ce beau monde s'est engagé à organiser des élections en Libye d'ici la fin de l'année. On écoute Emmanuel Macron. Deuxième élément, c'est l'organisation pour le 10 décembre 2018 d'élections présidentielles et législatives. Et donc l'engagement, sur la base de ce processus, de redonner pleinement, sûrement, au peuple libyen sa souveraineté et de lui permettre de l'exprimer à cette date. On sent que vous n'y croyez pas tellement. Enfin, peut-être qu'il y aura les élections, mais que vaudront-elles, hein ? Pourquoi est-ce que Emmanuel Macron s'immisce dans... Parce que historiquement, la Libye, c'est pas un pays où la France avait des attaches. Mais écoutez, si on regarde un peu l'histoire immédiate, c'est quand même Nicolas Sarkozy qui a été le plus allant pour dégommer Kadhafi, de détrôner son ex-meilleur ami Mouammar Kadhafi. C'était une erreur ? D'une manière
ce qui était une erreur, ce n'était pas nécessairement de détrôner, de déboulonner un tyran de la pire espèce, c'était de n'avoir à aucun moment pensé l'après-Kadhafi. Et ce sont les arriérés de cette impéritie politique que nous payons aujourd'hui. Alors, sur les élections, si vous voulez, il faut faire preuve de volontarisme. Et là, on a d'ailleurs un exemple de plus de ce mélange d'irénisme et de volontarisme jupitérien d'Emmanuel Macron, qui pense que la puissance performative du verbe va changer le réel. C'est très bien d'avoir de l'énergie et de la volonté. Le problème, c'est que la complexité est infernale. On évoquait les milices tout à l'heure. Je prends un exemple très simple. Au dernier moment, les émissaires de la ville de Misrata, qui était une cité portuaire, cité martyre au moment de la période révolutionnaire, in extremis, ont décidé de ne pas venir. Pourquoi ? Parce qu'ils estimaient qu'ils n'étaient pas traités sur un pied d'égalité avec les 4 grands représentants que j'évoquais tout à l'heure. Or, comme il n'y a pas de force de défense et de sécurité unifiée, c'est un des objectifs d'ailleurs qui a été assigné à cette conférence internationale, eh bien aujourd'hui, la détention de la violence réputée légitime, elle est entre les mains de centaines de milices. Or, si vous n'embarquez pas sur le pont ces acteurs militaires, vous risquez d'avoir un bel accord promis à une mort certaine. Vincent, je vous disais, on n'a pas pensé l'après-Kadhafi. Mais quand on fait le bilan de ces printemps arabes, Libye, Égypte, bon, ne parlons pas de la Syrie, partout ça a été des échecs. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut mettre la Tunisie un petit peu à part ? Est-ce que, oui. En dépit du chaos local dans certains endroits du pays, en dépit d'attentats terrifiants, il y a en Tunisie quelque chose qui est l'amorce d'une marche, sinon à la démocratie pure et parfaite, mais en tout cas à la représentativité du peuple tunisien dans ses institutions. Il y a du débat, il y a une altérité, il y a une adversité. Alors, vous évoquiez les autres exemples, qui effectivement ne sont pas brillantissimes, mais vous savez, on a rarement vu un pays passer tout uniment, en une nuit, de la pire tyrannie. Un Libyen qui a 40 ans aujourd'hui n'aura connu que Mouammar Kadhafi, puis le chaos, à la Suisse romande ou la Scandinavie. Donc il y a toujours quelque chose... C'est ce que disait Nicolas Sarkozy. Entre la Révolution française et la démocratie, il aura fallu attendre 100 ans. Mais c'est une donnée historique. C'est pas réconfortant, du coup, s'il faut attendre. Ça n'est pas réconfortant, mais je crois aussi que l'Occident paye parfois sa veulerie. C'est-à-dire que, je prends l'exemple, vous citiez la Syrie, un peu comme le pandémonium de ses espoirs déçus. Eh bien, si l'Occident, notamment en 2013, lorsque Bachar el-Assad avait piétiné la ligne rouge de recours aux armes chimiques, avait, au lieu de sombrer dans les palinodies d'Obama, décidé de frapper, peut-être qu'il y aurait eu là un espace d'espoir pour une véritable adversité et pluralisme politique. Merci beaucoup Vincent Hujot d'être venu nous parler de cette situation compliquée en Libye, mais vous l'avez très bien expliqué. Et si on veut en savoir plus, je rappelle votre livre, votre biographie sur Kadhafi qui est édité chez Perrin. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, C'est dans l'air qui revient sur la disparition de Serge Dassault, un nom qui est associé à l'histoire de l'aéronautique française. C'est dans l'air est intitulé ce soir « Les Dassault, une saga française ».